Partons maintenant pour un paysage face auquel nous sommes tous égaux et tout petits. Une côte sauvage au nord du Finistère, à l'extrême ouest de la Bretagne, mais aussi de la France. Notre zoom nous emmène aujourd'hui au bout du monde. Médéric Perker, Julien Deniel et Antoine Santos. Le sillon de Talbert, la plus grande flèche littorale de France. 3 km de sable et de galets. C'est le point de départ de notre voyage. Avec une boussole et une carte, nous partons pour un itinéraire de 340 km par la côte, d'un bout à l'autre de Bretagne. Ici, au point cardinal nord, le bras de terre accessible à marée basse offre un sentiment de bout du monde. On a l'impression que c'est un paysage assez lunaire. Avec toute l'eau qui se retire, en fait, on découvre beaucoup de roches et un paysage vraiment incroyable. Ça nous fait renaître avec le vent, l'air pur, l'air marin. C'est pour retourner, c'est le retour. C'est plus dur, parce que vous êtes contre le vent, et là c'est plutôt... La légende raconte que le sillon a été créé par amour. Au Moyen-Âge, l'enchanteur Merlin voulait rejoindre sa dame, la fée Viviane, sur l'îlot de Talbert, visible au large. En un coup de bâton magique, il bâtit cette voie en déversant des millions de cailloux. Mais attention, aujourd'hui parmi eux se trouvent des œufs d'oiseaux. Donc là, quelque part ici, on a disposé 3 œufs de gravelot à collier interrompu. Donc je vous laisse les chercher, voir si vous arrivez à les retrouver vous-même. Un jeu avec de faux œufs bien sûr, en bois et similaires à ceux des gravelots. L'espèce est protégée par les agents du littoral. Vous voyez, ils sont vraiment petits, très mimétiques par rapport à leur environnement. On invite les gens à marcher le plus bas possible sur la plage parce que même avec toute la bonne volonté, vous voyez bien que c'est parfois difficile à repérer et qu'ils sont très fragiles. On va faire très attention, voilà, on va faire forcément. Ça me paraît assez précaire en fait pour la survie de l'espèce. Ça doit être un peu compliqué vu le passage effectivement. Du passage, il y en a, 100 000 visiteurs par an. Pour éviter le piétinement du site, les agents du littoral ont balisé la partie dunaire. Grâce à ce sentier, la flore locale est préservée, les chardons bleus renaissent. Et ça attire déjà les petits insectes, les pollinisateurs comme les abeilles, bourdons, papillons. C'est une espèce qui avait disparu sur le site et qu'on revoit bien, donc on voit l'effet du travail de terrain. Il y a toute une dynamique qui est en cours de régénération en effet, sur le site. Nous quittons le sillon, cap vers l'ouest, vers la côte de Granit Rose. Un littoral coloré par d'immenses rochers qui attirent les regards sur terre comme en mer. Vous la laissez monter et vous tirez légèrement comme ça pour qu'elle se relève. Tirez. Regardez là, en haut. C'est vraiment des paysans, les rochers qui ont des formes de visages, d'animaux. On s'y prend tous à rêver et à imaginer ce qu'on veut. Mais avant de profiter du paysage, ces moussaillons d'un jour doivent d'abord obéir au capitaine Thierry. Toi, regarde, quand je tire, tu vois que ça monte au bout là-bas. Et à son second, Paul. Allez, vas-y, on hisse. C'est sportif. Au taquin, c'est très sportif. Je suis là pour prendre du plaisir et j'en prends. C'est le principal. Allez-y, hissez encore. Martial et sa famille découvrent la voile traditionnelle du début du XXe siècle, à bord d'un vieux gréement typique du pays. Ces bateaux qui étaient des bateaux de travail, j'aime bien les présenter comme des tracteurs des mers qui sont très puissants. Et ils allaient ramasser du goémon, ils remplissaient le goémon vraiment à ras-bord et ils revenaient avec les courants et les vents. Comment ne pas être envoûté par le chant du bateau et par de curieux visiteurs? C'est un mâle, il a le museau aplati. Les femelles ont le museau plus pointu. Avec l'équipage, nous mettons les voiles sur l'île la plus au nord de Bretagne et sa réserve naturelle. Là, la population de l'île Rouzic, ça représente 15% de la population mondiale des fous de bassin. Les fous de bassin, on vit que dans l'hémisphère nord, qu'en Atlantique Nord. D'habitude, l'homme il prend un peu toute la place et là, ça se voit que on est chez eux, quoi. On est dans leur endroit naturel et c'est pas chez nous. Ça fait du bien de voir ça. Ouais, c'est rare maintenant. Nous prenons notre envol vers l'ouest pour découvrir le Finistère Nord, une côte aux 1000 visages, un tableau vivant, magnifique, à découvrir au rythme des sabots. Il s'appelle Joli Cœur, moi je l'appelle Jojo. Il est très facile et il va vite. On y va. Si Judith connaît si bien son cheval, c'est parce qu'elle vient chaque été.
Une promenade au plus près de la nature. Ah, c'est magnifique, étant donné en plus qu'on a une plage vraiment très blanche et tout. Les gens, ils sont décontractés, ils sont en vacances. Les chevaux, en plus, ils sont top, ils sont vraiment gentils et tout. Je suis super contente de ma cavalerie. Une cavalerie dans un Far West bien breton, avec à l'horizon d'immenses flèches de pierre. Nous partons à l'abordage du phare le plus haut d'Europe, près de 83 mètres. Et 397 marches. 1, 2, 3, 4, Une ascension sportive pour Eric et sa famille. 10, 300. On est presque arrivé. Je reprends mon souffle. J'essaye de me concentrer, de monter marche par marche. Je ne regarde pas à ma gauche parce que j'ai le vertige, donc j'ose pas. Parce que c'est haut là. Certainement, certainement. Vous voulez pas regarder? Non, pas du tout. Et enfin, la récompense. Waouh, super. Extraordinaire. Un panorama exceptionnel, 360 degrés à couper le souffle. C'est merveilleux et on regarde ça avec des étoiles plein les yeux parce qu'on se rapproche tranquillement des étoiles à cette hauteur. Ça se mérite. On a une impression d'immensité en fait. On domine un peu toute la périphérie au niveau maritime là. On voit très très loin. On voit tous les îlots sur la gauche du phare. C'est impressionnant. Ici, la côte est escarpée, dessinée par les tempêtes de l'hiver. Pour avertir les marins du danger, un phare est construit sur cet îlot au milieu du 19e siècle. Mais rapidement, les autorités doivent le remplacer car à l'époque, le trafic maritime s'intensifiait. Il fallait donc ériger un phare beaucoup plus haut que l'on puisse voir de beaucoup plus loin, je dirais même de far away. 1902, le grand monument est achevé et le petit devient la résidence des gardiens. Jusqu'en 2010, l'année où le phare de l'île Vierge a été automatisé. Les gardiens sont rentrés chez eux et depuis le phare est visité, sauf que c'est le grand phare qui est visité et pas le petit phare qui, en fait, depuis 2010, est un peu laissé à l'abandon. Donc c'était peut-être un patrimoine qui était voué à disparaître ou en tout cas à pas être entretenu. Heureusement, depuis peu, le petit phare a été restauré, puis transformé en gîte. Ça y est, on est dans le phare là. Karine et sa famille font partie des premiers locataires. Ah, c'est super, ça va être, je pense, inoubliable. On est venu ici pour fêter l'anniversaire de mon fils. On ne voulait pas un paquet cadeau, on voulait offrir une expérience. On est là pour 2 jours, mais je pense qu'on va repartir très content. Et les lits clos, c'est super sympa. Laissons ces Robinson Crusoe seuls sur leur île. À quelques kilomètres de là, plus besoin de boussole, une immense se trouve à nos pieds. Elle indique l'extrémité ouest de France, la pointe de Corsen. Là, il n'y a plus rien. Et après New York, le jour où on veut aller à New York, c'est par là. Les randonneurs sont nombreux à s'y arrêter. On est au grand air, on respire l'air iodé, on en prend plein les poumons, on recharge nos batteries pour l'année. On se sent petit devant la mer, là, c'est grandiose, quoi. Et puis on se dit, effectivement, tiens, New York, 5375 km d'océan, là. Donc ça fait plus rigoler, quoi. Enfin, c'est grand, quoi. Ce bout du monde est aussi un centre de sauvetage depuis près de 40 ans. Dragon 50, Cross Corsen sur Canal 67. Ce jour-là, les militaires du Cross Corsen reçoivent une alerte. Je comprends, bilan dans 5 minutes. Une personne est blessée en mer. Un marin qui a pris un choc sur la gorge et qui est en détresse respiratoire. Le second maître mobilise un hélicoptère de la sécurité civile et le SAMU. On aura besoin d'une évacuation médicale au nord de Saint-Malo sur un navire de pêche. Chaque année, ces hommes coordonnent 1700 opérations de sauvetage en mer sur une vaste zone. À partir de la pointe de Pinmar jusqu'à la baie du Mont-Saint-Michel. En mer, les choses sont beaucoup plus difficiles. Je dirais qu'à terre, les difficultés s'additionnent. En mer, elles se multiplient de par les conditions météo, de par le navire qui est en mouvement. Donc c'est plus compliqué. Donc le CROSS a pour rôle de mettre en œuvre les moyens pour pouvoir évacuer les personnes en difficulté. Sur la passerelle, 4 personnes travaillent en permanence, 24 heures sur 24. Maître Maelgad est chargé de la surveillance maritime du rail d'Ouessant. Voie descendante, voie montante. Une sorte d'autoroute de la mer. C'est la 3e voie de transit maritime mondiale. Donc, la mission, c'est de voir que les navires suivent bien la bonne route, ne se rencontrent pas, qu'ils respectent le code maritime de transit. Chaque année, 42 000 navires empruntent ce canal. Et plusieurs milliers de bateaux longent les côtes bretonnes, comme le Fromveur. La navette vers l'île d'Ouessant, l'ultime étape de notre voyage.
L'embarquement s'effectuera simultanément porte avant point inférieur et pont chemin. Bon séjour à Ouessant et bonne journée à tous. Un territoire sauvage de 15 km², battu par le vent et les embruns. La lande s'y développe et les moutons de Charlène en raffolent. Alors les fifis, ça vous embête, Pépette? Il y a 2 ans, la jeune femme s'est lancée un défi, créer le premier élevage au vin de l'île. Les moutons, je pense que ça fait partie du patrimoine aussi d'Ouessant. Il y avait des éleveurs avant, mais c'était que de l'agriculture vivrière, donc c'était des éleveurs pour eux, pour leur famille. À bout de bras, l'éleveuse écrit aujourd'hui une nouvelle histoire agricole à Ouessant. Chaque matin, elle vient traire ses 50 protégés. En fait, c'est une machine à traire mobile. Du coup, ça me permet de la déplacer de champ en champ et de pouvoir, au lieu de déplacer les brebis tous les matins, en fait, que ce soit la salle de traite qui se déplace à chaque fois. Dans son petit laboratoire, le lait est filtré, fermenté et moulé. Et se transforme en fromage de brebis, le premier de l'île. Je suis à entre 20 et 30 fromages par jour. Son produit, Charlène le vend en circuit court. Tiens, je t'emmène ta commande. Merci. Cette restauratrice lui en commande plusieurs chaque semaine. Ça fond en bouche. Déjà, ils sont faits au bout du monde. Donc là, niveau goût, on est encore plus loin. On part, là, elle arrive à nous faire voyager, mais on reste ici. Et c'est génial. Rester ici, sur le caillou, c'est un peu la philosophie des Ouessantins et comme on les comprend. Notre voyage s'achève à cette extrême pointe de l'île où les dernières lueurs du jour caressent l'horizon.